Le 28 octobre à 17h30, il se produit quelque chose qui n'est arrivé qu'une seule fois en 108 ans. Le MTA, la Régie des transports new-yorkais, ferme le métro. Il faut 12 heures pour fermer complètement le métro. On ne voulait pas que les gens prennent le métro le lundi matin et ne puissent pas rentrer chez eux le soir. On a donc proposé la fermeture des transports le dimanche soir à 19h. À 3 heures du matin, tout notre matériel était en sécurité. 1000 km de rails étaient déserts et 6292 rames de métro étaient parquées. Ça n'est arrivé qu'une seule fois auparavant, en 2011, quand la ville s'est préparée à être touchée par l'ouragan Irene. L'ouragan Irene a frappé New York l'an dernier. C'était un ouragan classique. Il ne s'est pas transformé en tempête hybride. Il était plus petit et quand il a atteint le littoral, il n'y a pas eu trop de dégâts. Personne ne voulait partir. Tout le monde comparait avec Irene ou d'autres ouragans. Les gens prenaient ça de haut. J'ai de la famille et des amis à New York et dans le New Jersey. Ils me disaient tous, ça va être comme pour Irene, car on n'avait pas eu de dégâts. Et je devais leur répondre, non, ça va être bien plus important. In light of these conditions, I'm going to sign an executive order mandating evacuation of Zone A areas. I'm also ordering that all of the city's public schools be closed on Monday. Les New-Yorkais pensent que Sandy épargnera New York, tout comme Irene l'année précédente. Ils ignorent donc les recommandations du maire d'évacuer les parties basses de la ville. 24 heures plus tard, le monde entier allait découvrir que c'était une erreur. À 14 heures avant d'atteindre le littoral, Sandy est désormais le plus grand ouragan né dans l'Atlantique. Il fonce droit sur un système de haute pression qui lui bloque le passage. À ce moment crucial, sa rencontre avec un jet stream l'oblige à bifurquer sur la gauche, vers New York. Le 29 octobre 2012 à 5 heures du matin, les prévisions météo deviennent réalité. Il n'y a plus aucun doute. Sandy va frapper New York avant la fin de la journée. Tous nos employés enchaînaient les gardes de 12 heures non-stop. Les équipes de nos succursales et de nos centrales électriques étaient au complet. On s'est assuré que toutes les vannes de nos centrales puissent tenir le coup. Elles pouvaient résister à des vagues de 4 mètres de haut. Le trafic aérien au-dessus de New York et du New Jersey est annulé. À 7h41, la bourse de New York est fermée pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre. Sandy est à 500 km de New York et l'eau atteint déjà le sud de Manhattan. C'est le début d'une onde de tempête, une élévation du niveau de la mer due à des vents extrêmement puissants. Le vent force l'eau à s'amonceler. Une fois que l'onde de marée atteint les côtes, elle ne peut se déverser que sur les terres. L'onde de tempête doit atteindre New York à marée haute. C'était le pire scénario imaginable. Marée haute, la pleine lune, une onde de tempête d'une taille record avec des vents très puissants. Tous les éléments étaient réunis pour élever le niveau de la mer. La ville a désormais deux ennemis, la marée et les vents. Le chasseur de tempête Scott McPartland se trouve dans le Queens, un quartier périphérique de New York.
On a quitté la maison vers 11 h le lundi matin, le jour de la tempête, et on s'est dirigé vers Whitestone Point. L'eau passait déjà par-dessus les rambardes. Elle inondait certains quartiers et coulait déjà dans les jardins et les maisons. Il était pourtant encore très tôt. Le pire était à venir. On a alors compris que cette tempête allait être extrêmement dangereuse. Dans l'après-midi, les vents atteignent les 145 km/h. Scott essaie de suivre la trajectoire de Sandy. Je suis allé à Rockaway Bridge vers 16 h. Il y avait déjà beaucoup d'eau. L'eau atteignait la promenade en bois. L'onde de tempête était puissante. Pour la première fois, l'océan me faisait peur. On aurait dit des rapides. Toute la promenade en bois vacillait. Le long de la côte Est, les habitants sont inconscients du danger. Il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. La plupart comprenaient la gravité de la situation, mais certains n'y croyaient pas. Rockaway est une station balnéaire populaire située dans la zone d'évacuation. Comme beaucoup de ses voisins, Shatisha Wood décide de rester dans sa maison avec ses 6 enfants. Je n'arrêtais pas de me dire, pourvu que le toit ne s'envole pas. On avait l'impression que la maison commençait à s'effondrer. On entendait le vent souffler à travers les vitres. La maison s'est mise à se balancer. Ça ressemblait à un tremblement de terre. La lumière a vacillé, puis elle s'est éteinte. Elle est revenue, mais vers 17 h 30, l'électricité a été coupée. Il faisait nuit. Mes enfants m'ont dit « Rallume la lumière, maman ». Je leur ai répondu que c'était impossible. 10 km plus loin, la communauté ouvrière de Breezy Point s'attend à être touchée. Les pompiers bénévoles se préparent depuis des jours à protéger les 15% d'habitants qui ont choisi de ne pas être évacués. On avait des réserves de nourriture, des sacs de couchage. Notre objectif était de rester à l'abri et de s'assurer que les batteries des camions, l'eau et le gaz fonctionneraient. Mais ils ne mesurent pas l'importance de la marée de tempête. À 17 h 30, les vagues ont déferlé. C'était 2 h 30, 3 h avant marée haute. L'eau débordait de partout. Ça y est, les vagues arrivent à cause de la marée de tempête. Il y a 15 cm d'eau. C'est parti. La tempête a frappé comme la foudre. Elle a tout emporté sur son passage. Les pompiers doivent abandonner leur caserne et se réfugier à leur clubhouse dans les hauteurs. L'eau progressait toujours. Le clubhouse a été inondé. Le sol était en marbre. L'eau bouillonnait de partout. Il restait encore 3 heures avant la marée haute. La soirée s'annonçait intéressante. New York est vulnérable car la forme du littoral amplifie l'onde de tempête. L'entrée du port de la ville se situe dans un coude entre Long Island et le New Jersey. Cela forme un entonnoir et les vagues frappent directement Staten Island, le sud du Queens et le port. Il y a une seconde ouverture sur l'East River qui rejoint le Long Island Sound. Le Long Island Sound a la forme d'un entonnoir. Les vents s'engouffrent dedans jusqu'au port de New York. Le port reçoit des vagues venant de 2 directions différentes. C'est ça qui est effrayant. Les spécialistes ont fait des progrès énormes concernant les prévisions de trajectoire des ouragans. Mais ils maîtrisent moins les données concernant les ondes de tempête. La recherche s'intéresse beaucoup aux ondes de tempête.
Mais on n'a pas appris beaucoup de choses ces 10 dernières années. Les prévisions météo avaient été faites du mieux possible, mais elles sous-estimaient l'importance de l'onde de tempête. 2 heures plus tard, Sandy touchera le littoral. Mais les New-Yorkais ressentent déjà ses effets. La houle inonde la péninsule de Rockaway. Il faisait de plus en plus sombre. Le niveau de l'eau montait. Mon fils de 14 ans m'a dit « La voiture de papa est recouverte d'eau ». Je n'y croyais pas. J'ai regardé par la fenêtre, la voiture était sous l'eau. Les gens appelaient à l'aide. C'était un cauchemar. Dans le sud de Manhattan, les responsables des entreprises d'électricité regardent l'eau gagner du terrain sur les systèmes électriques proches du centre financier de Wall Street. Vers 19-20 heures, on nous a averti que l'eau pénétrait dans les souterrains. Le système électrique de New York est divisé en 64 réseaux. À Manhattan, l'essentiel est concentré en sous-sol ou enterré sous les rues. Si on ouvrait les rues de New York, on trouverait une mine de câbles. L'eau de mer a commencé à infiltrer les systèmes électriques. Un très mauvais mélange. On s'est retrouvé dans la situation où il fallait débrancher les réseaux électriques. Cette coupure préventive est contraire à notre mentalité d'avoir des services qui fonctionnent 24 heures sur 24. Pour la première fois de l'histoire, Wall Street, le plus grand centre financier au monde, n'a plus de courant. On savait que ça allait avoir une incidence sur le monde entier. À Staten Island, la tempête a plongé la zone dans l'obscurité. Il y a des coupures d'électricité partout dans la région. Je suis resté jusqu'à 19h30, 20h, pour essayer de déplacer les voitures un peu plus haut. Le temps que je revienne mettre des vêtements secs, j'avais de l'eau jusque-là. On aurait dit un tsunami. Linda et Bob, les parents de Michael Clark, habitent à côté de chez lui. Comme beaucoup d'habitants des zones d'évacuation, ils sont réticents à abandonner leur maison. On a 2 chiens et un chat. Et des poules. 2 poules, dont il se soucie plus que tout. Elle nageait le dos crôlé. Alors il a dit, on va rester. Quand Linda décide finalement de partir, c'est trop tard. J'ai voulu démarrer la voiture et j'ai vu une énorme vague arriver sur l'avenue Cedar Grove. Au moment où j'ai voulu sortir de la voiture, la vague s'est abattue dessus et j'ai dû batailler pour sortir car l'eau bloquait la portière. J'ai essayé d'atteindre la maison, mais l'eau m'emportait. J'ai hurlé et Bob m'a aidé à sortir de l'eau et à monter les escaliers. On a couru vers la chambre. Il disait qu'il fallait qu'on aille au grenier. À la caserne des pompiers de New York, les appels d'urgence en provenance de Staten Island se multiplient. Les gens appelaient pour dire qu'ils étaient coincés. Il y avait tellement à faire uniquement à Staten Island. J'avais peur que Staten Island soit littéralement rayé de la carte. J'y habite et ma famille était restée là-bas. Dans le reste de la ville, les quartiers en hauteur sont épargnés.
J'écoutais les infos et je savais que les zones les plus proches de la mer allaient être touchées par une énorme tempête. Mais je n'étais pas inquiète pour notre sécurité à Brooklyn. Jake, 24 ans, le fils de Maria, décide d'aller voir une amie. Jake m'a dit qu'il sortait. À la télé, on disait que le pic de la tempête allait être dans 40 minutes. Je lui ai dit que ce n'était pas le moment de sortir. Il m'a répondu que Jesse avait besoin de lui. Alors il est parti. Le 29 octobre à 20h11, l'œil de l'ouragan Sandy atteint la côte du New Jersey. Dès que l'œil atteint les terres, c'est d'une violence intense. Il concentre toute l'énergie et le vent. Guy Ferraro est sur la côte du New Jersey. Le vent souffle à 160 km/h. Le vent s'est mis à souffler terriblement. On aurait dit un train arrivant à toute allure. J'avais 10 portes coulissantes à l'arrière de la maison. Elles ont explosé sous la force du vent comme une bombe. Quelques minutes plus tard, le toit s'est envolé. On se serait cru dans Le Magicien d'Oz. Un de mes amis avait 2 gros bateaux qui avançaient en pleine rue, à toute allure. Il faisait au moins du 30 km/h. J'ai appelé ma femme au téléphone. Je lui ai dit que j'étais désolé de ne pas être parti et que je n'étais pas sûr de m'en sortir. Sincèrement, je ne le savais pas. À Rockaway, Shatisha Haywood et ses 6 enfants sont menacés par l'eau. Elle appelle les secours. Je suis tombée sur un répondeur qui disait que chaque appel était important et qu'il fallait laisser un message. Je n'allais pas laisser de message. Je me suis mise sur Twitter et j'ai envoyé un tweet. Au secours, les pompiers de New York. Au centre d'appel de la brigade des pompiers, l'attachée de presse Émilie Raimi est submergée de tweets désespérés. J'ai reçu énormément de tweets de gens qui ne pouvaient plus appeler. Beaucoup arrivaient encore à se connecter sur Twitter et c'était leur façon d'appeler à l'aide. Parmi les milliers de tweets, celui de Shatisha retient son attention. Elle et ses 6 enfants étaient coincés à l'intérieur. L'eau montait et elle paniquait. Elle avait peur pour ses enfants. Je devais faire quelque chose pour l'aider, alors j'ai appelé le service d'intervention des pompiers. À Manhattan, l'Hudson River est sorti de son lit et inonde les rues. À 20h30, l'eau se déverse dans une succursale électrique. L'eau salée touche des câbles de 13 000 volts. On a été averti par la succursale de la 13e rue Est qu'il y avait un problème. Avec cette explosion, 10 réseaux ont été coupés instantanément. De la 34e rue jusqu'à Battery Park, la moitié de Manhattan était dans le noir. Le sud de Manhattan est dans l'obscurité. On n'aurait jamais cru que ça puisse arriver à New York. Il ne faut pas paniquer. Il faut se comporter en citoyen. Des groupes électrogènes sont mis en place dans 4 hôpitaux de la zone sinistrée. Mais seul l'un d'entre eux fonctionne. Un seul générateur marchait. Il fallait dispenser des soins dans le noir.
On regardait le long de la première avenue et partout dans les autres rues, tout était noir. On était la seule lueur d'espoir dans toute cette zone de New York. La communauté américano-irlandaise de Breezy Point est également dans le noir, mais doit faire face à un autre problème. Un incendie se déclare dans une maison et se répand rapidement dans le quartier. Le ciel était entièrement rougi par les flammes. J'ai appelé ma mère. Elle était complètement hystérique au téléphone. Elle m'a dit « Fais une prière ». C'était très émouvant. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Encerclés par l'eau de toutes parts, les pompiers ne peuvent pas éteindre l'incendie. Quand les braises tombaient dans l'eau, ça faisait une petite explosion. C'était magnifique. On aurait dit une pluie de météorites. À 21h30, des vagues d'une hauteur record de plus de 7 mètres de haut gagnent certaines parties de Manhattan. L'eau commence à s'infiltrer dans les tunnels du métro. Le directeur du MTA, Joe Lota, comprend que le réseau de transport va être totalement inondé. On n'aurait pas pu imaginer pire. L'eau de l'Hudson River coulait à flot dans le Battery Tunnel. On aurait dit des rapides. Chaque tunnel contenait près de 200 millions de litres d'eau. Près de 2 km de tunnel étaient envahis par l'eau de bas en haut. Au poste de commandement des pompiers, les problèmes surgissent de partout. Il y avait un incendie de niveau 6 à Breezy Point. Des milliers de gens encerclés par l'eau. Un incendie sur City Island. Des gens coincés à Gerritsen Beach. D'autres qui n'avaient pas d'électricité dans le sud de Manhattan. On ne savait plus où donner de la tête. À 23h, les pompiers de Breezy Point retournent à leur caserne inondée. Nos camions étaient sous l'eau, mais ils ont quand même miraculeusement démarré. Grâce à cela, on a pu sauver plus de personnes. J'ai vu leurs torches clignoter. Ils m'ont dit « Le feu gagne du terrain par ici. Il faut évacuer, c'est dangereux. » Quand je suis arrivée à la caserne, mon père était là. Il m'a serré dans ses bras et ne me lâchait plus. C'est le plus grand incendie dans un quartier résidentiel de New York depuis 100 ans. J'ai envoyé un appel radio pour avoir des renforts. Allions-nous perdre tout Breezy Point? J'étais aussi inquiet pour mes hommes. Ils avaient de l'eau jusqu'à la poitrine et des vents puissants alimentaient le feu. Je me suis dit, combien de maisons allons-nous perdre? Combien de victimes va-t-il y avoir? Combien de pompiers vont être blessés ou tués? À Rockaway, les pompiers viennent en aide à Shatisha Wood et ses enfants. Son mari finit par réussir à la joindre au téléphone. Je lui ai dit qu'on était sur un bateau en sécurité. Il ne me croyait pas. On en a rigolé, il m'a dit « Shatisha, ce n'est pas drôle ». Et moi j'ai répondu « Chérie, je suis sérieuse, on est sur un bateau ». Le long du littoral, plus de 4 millions de foyers sont sans électricité. Dans le New Jersey, Guy Ferraro reste enfermé pendant 5 heures dans une voiture presque immergée sous l'eau. L'eau commençait à se retirer. Je ne sentais plus mes jambes. J'étais en pyjama.
J'ai vu des gyrophares de voitures de police. Je n'allais pas résister au froid très longtemps. Je savais que je pouvais atteindre la rue en face. C'était le chaos total. Les gens criaient à l'aide depuis des heures. Les services de transport de Manhattan sont envahis par l'eau. 7 tunnels de métro sont inondés jusqu'au plafond. Les services de secours reçoivent 20 000 appels d'urgence par heure. À Staten Island, Michael Clark n'arrive pas à joindre ses parents depuis des heures. Impossible d'aller chez eux en voiture. J'ai appelé un ami. Je lui ai dit, Brian, tu as un bateau. Fais quelque chose. Viens ici. Je disais sans arrêt à Bob, l'eau continue à monter. J'avais peur qu'elle monte très haut. Il n'y avait pas d'issue de secours au grenier. Il me disait, non, Linda, elle ne monte plus. Je répondais, on va se noyer. Il me rassurait. Reste calme, on ne va pas se noyer. On va s'en sortir. J'avais une minuscule lampe de poche. Je voyais à peine à 60 cm devant moi. Il faisait très sombre. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir de la lumière dans les rues. Quand j'ai entendu la voix de ma mère, c'est comme si j'avais gagné au loto. Elle m'a regardé et elle m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis mise à sangloter. Je lui ai dit, tu es fou, Michael, qu'est-ce que tu fais là? Il a répondu, je suis venu vous chercher, vous n'avez pas appelé. J'ai rétorqué, comment j'aurais pu appeler? Le téléphone ne marche pas, il a coulé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Tout le monde ferait ça pour ses parents. Au lever du jour, les énormes dégâts causés par l'ouragan Sandy étaient bien visibles. Le sud de Manhattan, d'habitude en effervescence, était d'un calme étrange. C'est difficile à croire, ce ne sont pas des dégâts habituels. C'est digne d'une énorme catastrophe. Le sud de Manhattan, la côte du New Jersey et Staten Island ressemblent à des champs de bataille. Sandy a fait des victimes aux USA. Leur nombre augmente au fur et à mesure que les secours dégagent les décombres. On voit les fondations. Tout est apparent. Les canalisations ont lâché. Les villes du littoral ont presque été entièrement détruites. 8 millions de foyers et d'entreprises se retrouvent sans électricité dans 17 États. Les réseaux de téléphone portable et les lignes fixes ne marchent pas. Il devient difficile de joindre des proches. À Staten Island, le pompier à la retraite Neil Filipovitz parcourt Fox Beach Avenue. Il est à la recherche de son frère aîné Flip et de son neveu John qui sont restés dans leur maison. Un côté du mur était éventré. Les blocs de parpaing n'étaient plus sur les fondations. Il y avait de l'eau partout. Cette maison était littéralement détruite. Je suis descendu au sous-sol et il y faisait très sombre. J'ai appelé mon frère. Je n'avais pas de torche et on n'y voyait rien. Je suis remonté et j'ai parlé à un des voisins, Mike. Il m'a dit que son portefeuille et ses clés étaient là, ainsi que son couteau suisse, qu'il ne quitte jamais. Je me suis dit qu'ils avaient dû être évacués dans la précipitation. J'ai pensé qu'ils devaient être dans un abri. J'ai voulu aller chercher ma belle-sœur, la femme de John, et sa mère.
La famille de Neil peut se trouver n'importe où. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent sans foyer et sont entassées dans des abris temporaires. Les hôpitaux sont surchargés. Dans le nord de Brooklyn, Marcia Sikowitz est toujours sans nouvelles de son fils Jake. Je me suis mise à appeler son portable toutes les 15 minutes. Je savais que ça n'avait pas beaucoup de sens, mais je n'avais pas d'autre idée. Un homme a fini par répondre. J'ai dit « Où est mon fils ?» J'ai pensé qu'on lui avait volé son portable. Pourquoi cet homme répondait? J'ai répété « Où est mon fils ?» Il m'a dit « Quelle est votre adresse ?» J'ai insisté « Où est mon fils ?» Il m'a répondu « Ici l'inspecteur Simon. Donnez-moi votre adresse. J'arrive. » La chute d'un arbre a provoqué la mort de Jake et de sa meilleure amie Jessie à 20h la veille. Il faudra presque 12 heures au service de secours pour dégager leur corps. D'après l'un de mes voisins, il y a eu une perturbation dans l'équilibre des forces. Jake et Jessie étaient des êtres adorables. C'est comme si Dieu avait détourné le regard une seconde et qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Neil Filipovitz passe des heures à chercher son frère et son neveu. Personne n'avait vu Flip. Ma belle-sœur a commencé à s'inquiéter. Il n'avait pas essayé de prendre contact avec nous. Il n'était pas dans un abri, c'était mauvais signe. Neil retourne à la maison de son frère à la recherche d'indices. Quand je suis entré, je ne suis pas allé bien loin. J'ai éclairé ce coin-là avec une lampe torche et je suis allé vers la gauche. J'ai vu une main de ce côté-là et j'ai prié pour que ce soit celle d'une poupée. J'ai tendu la main et j'ai vu la tête de mon frère. Juste derrière, il y avait celle de mon neveu. Je les ai sortis de l'eau. Mon frère avait la main droite dans le dos de son fils et mon neveu le tenait par la taille, la tête enfouie contre sa poitrine. Je suis sûr qu'ils savaient qu'ils allaient mourir et ils se sont accrochés l'un à l'autre désespérément. Je ne peux pas dire ce que j'ai ressenti. C'était mon idole et John était un prince qui ne méritait pas de mourir comme ça. Chacun doit pouvoir vivre chez soi en paix. À Breezy Point, dans le Queens, les habitants découvrent les dégâts causés par le feu. 111 maisons sur 2800 ont été détruites par les flammes. Heureusement, il n'y a eu aucune victime grâce aux efforts des pompiers bénévoles. Je ne suis pas prêt d'oublier l'image des flammes dans le ciel et l'instant où on est entré dans le feu. Je n'oublierai jamais ce moment. Mes hommes étaient motivés et n'avaient pas peur. Ils étaient extrêmement dévoués et ne pensaient pas à eux-mêmes. C'est incroyable. Je suis très fier d'eux. La ville est paralysée. Les dégâts ne touchaient pas seulement le métro. Sur les lignes du métro North, un train de banlieue, l'Hudson River avait débordé et un bateau de 12 mètres de long était en travers des rails. À ce moment-là, on ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. Il y avait carrément des rivières souterraines. Ces tunnels étaient remplis d'eau. Quand je suis descendu et que j'ai vu de l'eau partout, je n'en suis pas revenu. Depuis 20 ans que je travaille ici, je n'ai jamais vu une chose pareille. Le New Jersey a été le plus durement touché.
Un parc d'attractions est complètement submergé. La célèbre jetée d'Atlantic City a été détruite. 5000 personnes sont logées dans des abris. Dans le sud de Manhattan, le principal fournisseur d'électricité, Con Edison, doit remettre le courant, même si certaines parties du système sont encore immergées dans l'eau salée. Nos employés travaillent sur des lignes à haute tension, à des températures élevées et sur de gros engins. C'est dangereux. Quand ce genre de danger intervient en plus, ça peut être extrêmement risqué. L'essence est rationnée. Les livraisons de nourriture ont du mal à parvenir jusqu'à la ville. New York doit tout à ses infrastructures, mais sans électricité, elle est paralysée. Au bout de 2 jours, une partie du métro est rouverte. Les escalators sont fermés, mais les escaliers sont praticables. On peut descendre facilement. Il y a eu des ravages à certains endroits, mais rien d'irrémédiable. Le système du métro est simple. Des escaliers, un trou souterrain, encore des escaliers, et ainsi de suite. Les gens vont pouvoir se déplacer à nouveau rapidement. La population reste 4 jours dans l'obscurité. On a toujours cru avoir le meilleur système électrique au monde. Et là, on a vu ses faiblesses. Je ne sais pas si on pourrait revivre ça. Une fois dans une vie, ça suffit. Chaque soir avant de m'endormir, je vois cette vague arriver. Je n'aime pas cette sensation. On dit que ça n'arrive que tous les 100 ans, mais je n'y crois pas. Ce genre d'ouragan va être plus fréquent qu'on ne croit. Avec le temps, on réutilise le nom des ouragans, sauf ceux dont la réputation mortelle est gravée dans les livres d'histoire. Aucun autre ouragan ne portera le nom de Sandy.